Nous revoilà sur le plateau du Grand Talk au programme de cette troisième partie du foot sur glace avec vous, Clémence Drouet, bonsoir. Bonsoir. Un focus également sur ces animaux mal aimés, comme le renard avec vous, Roland Meurger de l'Association pour la protection des animaux sauvages, bonsoir. Bonsoir. Mais d'abord, deux fines lames, si j'ose dire, de l'artisanat local, Simon Cellier-Gauthier et Thomas Bonin, bonsoir. Bonsoir. Alors Bonsoir. vous êtes les créateurs du Chinon, un couteau qui porte donc le nom de la cité de Rabelais. Vous produisez ce couteau depuis décembre. Est-ce que ça cartonne? Ouais, ça démarre plutôt bien. Combien de ventes? On a un peu plus de 100 ventes, Ouais. 100 couteaux vendus. C'est un début, mais ça démarre pas mal en à peine 2 mois de commercialisation de ce produit. D'accord. Vous pouvez nous le montrer là justement à l'image rapidement, puis ensuite on a des images également en plateau. D'accord. Passez-le-moi. Hop là, sans nous faire mal. Voilà. Le Chinon, donc, affûté. Là, affûté. Très tranchant mal. Alors, comment est né ce couteau, hein? Comment vous en êtes venu à cette idée-là? Tout d'abord, avant, nous étions cuisiniers. Ouais. On était donc appelés à avoir des couteaux dans les mains tous les jours. C'est plutôt assez facile de tomber amoureux de la coutellerie en faisant ce métier-là. Et donc, on a décidé de changer de métier pour partir vraiment dans la coutellerie. Nous avons commencé par les couteaux nordiques au début, et donc là maintenant on sort le couteau, le Chinon. Alors, Lui c'est un couteau grand public. couteau grand public. Couteau pliant. C'est un couteau, on va le dire, grand public, mais quand même, haut de gamme. C'est quelque chose qui vaut plus de 100, Ouais, plus de 100 euros. Justement, on va voir comment vous fabriquez ce couteau. Combien d'heures pour un couteau? Un couteau Chinon. Alors, un couteau Chinon, en fait, il faut quand même pas mal d'heures, parce que là, nous, on est parti sur un système liner lock. C'est un décalage d'une des plaquettes pour déverrouiller la lame. Donc c'est un système quand même qui est assez technique, qui demande de la découpe laser. Et autrement, après, il y a aussi le façonnage des bois qui demande aussi pas mal de temps. Le guillochage de la lame qui est aussi fait manuellement. Il y a combien d'essence de bois pour un couteau On est sur à peu près 30 essences. On travaille également de la corne, comme vous pouvez le voir sur celui-ci. Alors, on va le remontrer. Ça, c'est de la corne Ça, c'est de la corne de buffle. de buffle. D'accord. On a également de bois de serre pour les parties cornes. Et après, on est sur une trentaine de bois, donc locaux et bois exotiques, bois du monde. Et c'est ça, est-ce que c'est un couteau made in France? Presque. Complètement oui, made in complètement, France, ouais. 100% made in France. Il y a On est uniquement Made in Chinon, Made in Touraine. Made in uniquement Chinon. le traitement thermique de l'acier qui va être réalisé à tiers par des professionnels qui sont vraiment spécialisés dans les aciers de coutellerie. D'accord. Voilà, autrement, le reste, c'est notre partie. Ça nous assure au final une trempe parfaite de la lame. Pourquoi le Chinon? C'est un hommage à cette ville en particulier? Un hommage. C'est un nom qui est porteur? C'est une Alors, marque? Déjà, déjà, Vas-y, oui. c'est un, Oui, Simon Cellier-Gauthier. c'est un nom porteur. Après, dans la région, on va dire, de Chinon, tout ce qui est un petit peu autour, on a donc déjà le vin. Il y a un certain terroir, avec aussi, on a les fromages, le Sainte-Maure à côté. C'est une région, je pense, qui peut se prêter aussi à rajouter une petite griffe avec le couteau pour... On a voulu lui aussi enrichir le patrimoine rabelaisien. Qu'est-ce que les gens apprécient dans votre couteau? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Quels sont les retours? Il y a une centaine de commandes, vous le disiez. Qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment l'esthétique globale du couteau, la forme du manche, Ouais. et également la forme l'ergonomie du tranchant qu'on a étudié pas mal de par notre passé de cuisinier. On a voulu un couteau polyvalent de tout point de vue, pour la cuisine. Est-ce que comme vous allez concurrencer le Laguiole? Est-ce que vous allez vous exporter partout ailleurs? Alors, on va essayer de le faire connaître dans un premier temps en Touraine. Donc là, il est très récent ce couteau, il a à peine 2 mois, mais on a à cœur de le Ça fait présenter. 2 ans que vous faites des couteaux. Voilà, Ouais. ouais. On a à cœur de le présenter sur des salons internationaux comme Coutellier à Thiers ou sur Paris également. Et d'essayer de développer ça. Alors le maire de Chinon, Jean-Luc Dupont, a son propre couteau Chinon. Est-ce que vous avez d'autres ambassadeurs aujourd'hui justement? On est effectivement aujourd'hui sur une clientèle locale. Pendant la période hivernale, on ne voit pas encore trop de tourisme dans la région, mais Des personnalités, personnes encore de connus qui se feraient l'ambassadeur de votre couteau? Là, pour l'instant, pas plus que ça. Ça serait tardé. Merci à tous les deux de nous avoir présenté ce couteau. Restez avec nous, on reste les 2 pieds dans le terroir et la campagne avec mon autre invité Roland Meurger. Vous êtes délégué régional de l'ASPAS, l'Association pour la protection des animaux sauvages.
et vous poussez un coup de gueule contre la traque, la chasse de ce que l'on peut appeler ces animaux qui dérangent. Pour vous, ils ont leur utilité, on va le voir, mais d'abord, qui sont-ils? On a évidemment le renard, mais ce n'est pas le seul animal. Hein. Disons que les animaux carnivores qui peuplent encore nos campagnes sont pourchassés et à tort. Donc, si vous voulez, alors, on a la fouine. Voilà, il y a la fouine, tous les mustelidés, belettes, putois. Donc, ces animaux-là ont en général une mauvaise image. Hein. Le corbeau. Voilà, le renard, nous insistons beaucoup sur le renard parce que c'est vraiment l'animal qui a un intérêt pour l'agriculture, ne serait-ce que par son régime alimentaire. On va revenir sur son utilité, mais d'abord, il est classé comme nuisible dans certains départements. On lui reproche de véhiculer des maladies. Alors, c'est quoi la vérité ? Il est vrai qu'il y a une maladie qui pose problème dans certaines régions, principalement dans la région de l'Est de la France. C'est l'échinococose. On ne va pas parler trop longtemps de cette maladie-là. C'est ça, Voilà, c'est un ver plat qui s'apparente un peu à un ténia, si vous voulez, mais qui est présent effectivement dans les micro-rongeurs. Donc là, il faut faire attention. Donc il faut faire très attention. Pour ce qui est de la rage, les animaux que l'on est susceptible de transporter et de véhiculer l'échinococose, c'est avant tout le chat et le chien. Pour ce qui est de donc il faut absolument vermifuger dans les zones où il y a l'échinococose. Voilà. Finalement, son propre chien, son propre chat peut aussi véhiculer cette maladie. Voilà. Pour ce qui est de la rage, elle est éradiquée depuis 2001, hein, c'est ça? Voilà, la rage a été éradiquée depuis 2001, grâce à une vaccination orale des renards. Bon, ça peut paraître aberrant, mais ça s'est fait. Et ça n'a certainement pas été la chasse de cet animal qui a contribué à l'arrêt et l'éradication de la rage en France. Alors vous dites, si on chasse trop ces animaux, si on les traque, ce serait finalement une catastrophe pour l'équilibre écologique des campagnes. Par exemple, le blaireau, allez, on va prendre le blaireau qui est tout mimi. Le blaireau, c'est un peu notre panda local, si vous voulez. S'il s'en va, s'il n'y en a plus, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que c'est un animal qui est pratiquement protégé partout chez nos voisins. Hein, vous prenez la Belgique, la Hollande, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, etc. C'est un animal. Alors, certes, il ne faut pas minimiser, par exemple, l'agriculteur qui se trouve avec une petite portion de son maïs qui a été grignoté au moment où le grain se forme. Mais c'est minime par rapport, si vous voulez, à l'intérêt de cet animal-là qui est omnivore, hein, qui peut manger aussi des petits rongeurs. Est-ce que tout s'équilibre parfaitement au niveau de la chaîne alimentaire ou tout à fait. Il y a des surpopulations de renards encore? Non, il peut pas. Chez les prédateurs, il faut bien savoir qu'il ne peut pas y avoir de population. Premièrement parce que ces animaux se régulent en fonction du garde-manger qu'ils ont en face d'eux. Et que les portées des petits renardeaux sont à peu près détruites à 75%. Donc, par des voies naturelles, etc. Donc, l'idée de dire qu'il y a pullulation des prédateurs, c'est un petit peu aberrant. Alors, comment on fait cohabiter justement l'homme et l'animal, l'homme et c'est nuisible? On ne va pas, comment ne pas tuer un renard, un blaireau, une fouine qui vit à côté de chez nous? Donc, disons qu'il faut l'image du renard, c'est le voleur de poules. Donc, effectivement, celui qui a des poules doit bien enfermer ses poules le soir et ne pas les laisser divaguer. C'est pas recommandé d'ailleurs. Et d'enterrer le grillage bien profondément, si vous voulez. À partir de là, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. La fouine, elle enquiquine, parce qu'elle est dans les locaux, vous ne la trouverez pas en forêt, hein, elle est autour des locaux d'habitation. Il faut savoir que c'était très important pour les paysans d'il y a 2000 ans, quand le chat n'était pas encore arrivé dans nos régions. Donc c'était l'animal qui pourchassait les rats et les souris des habitations.
Merci Roland Murger. Il y a un film justement pour changer le regard des gens sur le renard. C'est le clan des renards, hein. C'est ça Roland Murger, hein. Oui, c'est un film qui a été réalisé dans les Alpes, Oui. et là avec des animaux libres et sauvages, il faut quand même le préciser. Et pendant 2 ans, c'est un couple qui a filmé une famille de renards et de renardeaux à 1800 mètres d'altitude. C'est un vrai régal. Eh ben, merci Roland Murger. On reste en plein air. Est-ce que vous aimez le football, Roland Murger? Absolument. Oui, vous aimez le football, ça tombe bien. Le football sur glace, peut-être moins. On va le voir avec Clémence. Tu as testé le football sur glace à Amboise. Comment ça marche? Alors en fait, le football sur glace est un mélange entre le football et le patinage tout simplement. Donc ça reprend les règles de base du football puisque pour marquer des points, il faut tout simplement aller marquer des buts dans les cages adverses. Et ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'aux États-Unis et en Allemagne, c'est très populaire déjà. Il y a même des championnats organisés tous les ans, ça s'appelle l'ice soccer. Donc là-bas, c'est une discipline. Ici, c'est encore un loisir, hein. C'est plutôt ça. Oui, On s'amuse. exactement. C'est ça, donc c'est vraiment un loisir. En plus, ça s'est pratiqué donc, cette année. Donc, je suis allée à Amboise hier soir pour une animation. Donc, en fait, il y a une patinoire éphémère qui s'installe une fois par an, à Amboise. Et durant ce mois-ci, en fait, il y a des animations qui sont proposées, notamment les jeunes. Ce mois-ci, on peut faire du bowling sur glace ou du curling sur glace. Donc pour le football sur glace, en tout cas, ça se joue en équipe de 3 et ça dure environ 3 minutes. Donc c'est des matchs qui sont très courts. Ils étaient une vingtaine, entre 7 et 17 ans, donc c'est vraiment ouvert à tous. Et c'est très populaire puisque tous les ans, c'est reconduit. Et à la différence du football, il faut quand même noter qu'ils jouaient sur un terrain de 9 mètres sur 5. Donc on est loin d'un terrain de football Il classique. faut être très technique ou alors un très bon patineur. Il faut allier les deux, je pense. Il faut aussi penser à l'esprit d'équipe, parce que c'est vraiment, ils le prennent comme un vrai sport, vraiment, ces jeunes. Et il y a aussi, il faut être très précis dans les tirs, bien observer surtout, parce que se faire des passes, c'est une chose, mais il faut réussir à marquer et surtout garder son équilibre sans tomber. Alors tu as testé, hein. Tu as testé, on te voit, voit. Oui. Bon, Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, ce que j'en ai pensé, c'est que surtout, c'est très difficile, comme je disais, d'allier équilibre aussi et rester précis. Alors, le match, quand il a vraiment commencé, je suis vraiment restée concentrée sur mes patins et finalement, j'ai quand même réussi à marquer un but, mais j'étais un peu aidée et surtout, je ne suis pas tombée et ça, c'était déjà pas mal. Est-ce que le corps se réchauffe malgré tout? C'est ça l'intérêt aussi peut-être de se foutre sur glace? Oui, bien sûr. Après, je pense que ça dépend de l'âge aussi, parce que les jeunes qui jouaient étaient beaucoup en t-shirt, mais les adultes faisaient que regarder, étaient bien emmitouflés. Est-ce qu'il y a d'autres sports exotiques comme ça, justement, qu'on pourrait voir naître à l'avenir? Exactement. Alors, on peut parler, par exemple, du baby-foot humain, ou alors du hockey subaquatique. Alors là, comme son nom l'indique, ça se joue sous l'eau. Et en plus, il y a aussi le slam ball, qui est un sport qui en fait ressemble au basket, mais par contre, pour inscrire des paniers cette fois, il faut sauter sur un trampoline. Est-ce que tu retourneras jouer au foot sur glace? Alors, quand il y aura une équipe de créer et que ce sera peut-être plus professionnel et plus organisé avec beaucoup plus de protection, je pense que j'y retournerai de bon cœur. Merci Clémence, merci Roland Murger d'être venu, merci Thomas Bonin et Simon Sélégoté. Le Grand Talk, c'est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour revoir cette émission, direction le site internet de TV Tour, rubrique Magazine. Salut à tous.